Dans un petit village au cœur de l'Afrique de l'Ouest, vivait une jeune femme nommée Aïssata. Connue pour sa sagesse et sa beauté discrète, elle avait toujours été respectée pour sa conduite irréprochable. Après de longues années de patience et de prière, elle avait enfin trouvé un homme à son goût, Mamadou, un commerçant réputé pour son sérieux et sa générosité. Leur mariage fut célébré dans la joie, au rythme des tam-tams et des chants traditionnels. Les familles étaient comblées. Tout le village dansait et bénissait cette union. Les anciens disaient « Voici un couple béni par les ancêtres ». Mais dès la première nuit, quelque chose d'inattendu se produisit. Alors que Mamadou s'approchait tendrement d'Aïssata, elle posa doucement sa main sur sa poitrine pour le repousser et lui dit calmement « Mamadou, je t'aime et je suis heureuse d'être ta femme. Mais je te demande une faveur, accorde-moi une année entière sans que tu ne me touches. » Mamadou, surpris, resta figé. « Une année? Mais pourquoi, Aïssata? Tu es ma femme maintenant. » Elle baissa les yeux, visiblement troublée. « S'il te plaît, fais-moi confiance. Je ne peux rien dire pour l'instant. Mais si tu acceptes, je te promets que tu ne le regretteras pas. » C'était le début d'une étrange promesse. Une année sans toucher sa femme. Une année de silence et de mystère. Mamadou passa une nuit blanche. Allongé à côté de sa femme, il la regardait dormir, paisible, comme si de rien n'était. Dans sa tête, 1000 questions tournaient. Pourquoi une telle demande? Était-elle malade? Avait-elle été forcée à ce mariage? M'aimait-elle vraiment? Le lendemain matin, il tenta de lui parler encore, espérant comprendre. Aïssata, tu dois me dire ce qui se passe. J'ai droit à la vérité. Mais Aïssata lui répondit d'une voix douce. Je comprends ta peine, Mamadou. Mais si tu savais ce que je vis, tu comprendrais. Laisse-moi juste ce temps. Accorde-moi cette année. Et après, si tu veux partir, je ne te retiendrai pas. Mamadou sentit sa gorge se nouer. Il aimait sa femme. Il avait rêvé de cette vie à deux, d'un foyer chaleureux, d'enfants courant dans la cour. Et voilà qu'elle lui imposait cette barrière invisible dès la première nuit. Il partit au marché, comme d'habitude, mais son cœur était ailleurs. Les regards curieux de ses amis ne faisaient qu'accentuer son malaise. Certains lui demandaient avec ironie. « Alors, Mamadou, la nuit de noces a été douce ?» Il souriait faussement, incapable d'expliquer que sa femme ne voulait pas de lui. Ce soir-là, en rentrant, il trouva Aïssata en train de prier dans un coin de la maison. Il l'observa longuement. Elle semblait porter un fardeau qu'il ne voyait pas. Et malgré la douleur et l'incompréhension, il prit une décision. Il respecterait sa promesse. Il attendrait. Une année. Les semaines passèrent. Mamadou faisait de son mieux pour cacher la vérité à sa famille et aux habitants du village. Mais dans une communauté où les nouvelles circulaient aussi vite que le vent, les rumeurs commencèrent à naître. La mère de Mamadou, Memouna, une femme autoritaire et fière de son fils, fut la première à remarquer que quelque chose clochait. « Mamadou, dit-elle un jour, assise avec lui sous l'arbre à palabres, pourquoi Aïssata ne montre aucun signe de grossesse? Vous êtes mariés depuis un mois déjà. » Mamadou détourna le regard. « Mère, chaque chose en son temps. Le moment viendra. » Mais Memouna n'était pas dupe. « Mon fils, tu es peut-être amoureux, mais ne sois pas aveugle. Il y a quelque chose de bizarre dans ce mariage. » Ce soir-là, elle se rendit chez Aïssata sans prévenir. Elle entra dans la maison et trouva sa belle-fille seule, en train de piler du mil. Memouna s'assit sans dire un mot pendant un long moment, observant Aïssata de haut en bas. Puis elle lança, sans détour. « Aïssata, tu caches quelque chose à mon fils. Pourquoi refuses-tu d'être une vraie épouse? As-tu un autre homme dans ton cœur? Es-tu stérile? Dis la vérité. » Aïssata, calme mais ferme, posa le pilon et regarda sa belle-mère dans les yeux. « Maman, je vous respecte beaucoup. Mais il y a des choses qu'un cœur ne peut révéler qu'au moment juste. Je ne fais aucun mal à Mamadou. Je l'aime sincèrement, mais je vous demande de la patience. » Furieuse de cette réponse évasive, Memouna rentra chez elle et décida de faire appel à une vieille tante, experte en secrets de famille et en traditions anciennes. Cette fille cache quelque chose. Et moi, je le découvrirai, qu'elle le veuille ou non. Face aux murmures de plus en plus insistants dans le village, Memouna décida d'agir. Elle convoqua une réunion avec le Conseil des Anciens, un groupe de notables respectés, garants des traditions et de l'harmonie communautaire. Parmi eux se trouvait Vieux Salif, un ancien griot devenu conseiller spirituel, connu pour sa sagesse et sa capacité à lire les non-dits. Lors de la réunion, Memouna exposa la situation. « Mon fils est marié depuis 2 lunes. Pourtant, sa femme refuse tout contact. Elle dit qu'il faut attendre une année. Une année. Cela n'est pas dans nos coutumes. Et si elle portait une malédiction, ou qu'elle était déjà liée à un autre homme?
Cela pourrait déshonorer notre lignée. Un murmure parcourut l'assemblée. Les plus jeunes anciens étaient indignés, tandis que les plus âgés restaient pensifs. Vieux Salif leva la main. Que Mamadou soit convoqué. Il est temps de l'écouter. Ce genre de décision ne se prend pas à sens unique. Et peut-être que l'esprit des ancêtres veut nous dire quelque chose à travers ce silence. Le lendemain, Mamadou fut convoqué devant le conseil. Il s'avança respectueusement, la tête baissée, le cœur lourd. « Mon fils, dit Salif d'une voix grave, pourquoi acceptes-tu cette situation étrange? As-tu été ensorcelé par ta femme? » Mamadou releva lentement la tête. « Non, maître. Je ne suis pas ensorcelé. Je suis dans l'attente. C'est ma femme. Et même si je ne comprends pas encore sa décision, je sens au fond de moi que son silence cache quelque chose de profond. Je ne peux pas la trahir. Je lui ai promis d'attendre. » Le vieux Salif hocha la tête, intrigué par la foi du jeune homme. « Eh bien, alors nous respecterons ton choix. Mais sache une chose, Mamadou, une vérité cachée trop longtemps finit toujours par éclater. Prépare ton cœur. Car ce que tu ignores pourrait bien être plus lourd que ce que tu imagines. » Pendant que Mamadou faisait face au jugement du conseil, Aïssata, de son côté, vivait ses journées dans le silence, le cœur tiraillé entre amour et douleur. Chaque matin, elle accomplissait ses tâches avec soin. Balayer la cour, puiser l'eau, préparer les repas, prier. Aux yeux du village, elle était une épouse modèle. Mais dans l'intimité de la maison, elle évitait tout contact physique avec Mamadou, dormant chaque nuit à l'extrémité du lit. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'Aïssata portait en elle une blessure profonde. Un secret vieux de 2 ans. Une nuit qu'elle tentait d'effacer, sans jamais y parvenir. Avant son mariage, alors qu'elle vivait encore chez son oncle à Bamako, Aïssata avait été victime d'un abus terrible, une trahison venue de quelqu'un en qui elle avait confiance. Le fils d'un voisin, un étudiant en apparence poli, qui avait profité d'un moment d'isolement pour commettre l'irréparable. Mais à cause de la honte, de la peur des représailles et des jugements, elle n'en avait jamais parlé à personne. Pas même à sa tante. Depuis ce jour, le simple contact d'un homme lui causait des frissons d'angoisse. Même l'idée d'être touchée réveillait en elle cette terreur enfouie. Elle avait prié, jeûné, demandé la guérison. Et lorsqu'elle avait rencontré Mamadou, si doux et respectueux, elle avait vu en lui une lueur d'espoir. Mais la blessure, elle, était toujours là. C'est pour cela qu'elle lui avait demandé une année. Une année pour se reconstruire. Une année pour essayer d'aimer sans peur. Une année pour guérir en silence. Et chaque nuit, en pleurant doucement sous sa couverture, elle priait une seule chose. « Ô Dieu, aide-moi à être une vraie épouse pour l'homme qui ne m'a jamais jugée. » Les mois passèrent lentement. Le village, autrefois amusé par la situation, commençait à se lasser. Les regards devinrent plus durs. Les murmures plus méchants. Certaines femmes disaient à voix basse. « Peut-être qu'elle est maudite. Une vraie femme n'aurait jamais repoussé son mari. Mamadou mérite mieux. » Mamadou, de son côté, encaissait les moqueries et les soupçons avec une patience admirable. Il avait cessé de répondre aux provocations. Il se réfugiait dans son travail, revenait chaque soir sans faire de reproches, saluait Aïssata avec respect et l'aidait parfois dans les tâches ménagères, en silence. Mais au fond de lui, une guerre faisait rage. Il se posait 1000 questions chaque jour. Est-ce qu'elle m'aime vraiment? Est-ce que j'ai fait une erreur en me mariant avec elle? Est-ce qu'elle finira par me rejeter totalement? Un soir, alors qu'il était assis seul sous l'arbre du grand baobab, il fut rejoint par son ami d'enfance, Moussa. « Frère, dit Moussa en posant une calebasse d'eau à côté de lui, tu es devenu l'homme le plus patient du village. Mais jusqu'à quand vas-tu endurer ça? Tu es jeune, tu es un homme. Tu n'as pas à vivre comme un moine. » Mamadou baissa les yeux. « Tu crois que je n'y pense pas? Mais si tu voyais la façon dont elle me regarde parfois. Ce n'est pas de la haine, Moussa. C'est une tristesse profonde. Et ça me retient. » Moussa soupira. « Tu es trop bon, Mamadou. Mais fais attention. Il y a des silences qui détruisent plus que des paroles. » Ce soir-là, en rentrant, Mamadou trouva Aïssata qui avait préparé son plat préféré, du riz au gras avec du poisson fumé. C'était la première fois depuis leur mariage qu'elle faisait un geste aussi tendre. Elle lui sourit timidement. « Bon appétit, Mamadou. » Et dans ce sourire, il sentit une faille, un début de changement. Peut-être que quelque chose en elle commençait à guérir. Depuis ce soir-là où Aïssata avait préparé le plat préféré de Mamadou, un léger changement s'opérait entre eux. Ce n'était pas encore l'amour ardent ou la tendresse partagée. Mais il y avait désormais des gestes simples, des regards un peu plus longs, des silences moins lourds. Aïssata avait commencé à parler un peu plus à Mamadou. Le matin, elle lui demandait comment s'était passé son sommeil. Le soir, elle l'écoutait raconter sa journée au marché. Et parfois,
Elle souriait à ses blagues, même timidement. Un soir, alors qu'ils étaient assis côte à côte sous la véranda, Mamadou lui tendit une calebasse d'eau fraîche. « Bois, tu as travaillé toute la journée. » Elle le remercia d'un signe de tête et but lentement. Puis, pour la première fois, elle tendit sa main vers lui. Mamadou, surpris, resta figé. « Merci pour ta patience, Mamadou, dit-elle. Je sais que ce n'est pas facile pour toi. » Il serra doucement ses doigts, sans dire un mot. Ce simple contact, si léger, éveilla en lui un frisson, pas de désir, mais d'espoir. Il murmura. « Je n'ai jamais regretté de t'avoir épousé. » Aïssata détourna les yeux, émue. Elle voulait en lui dire la vérité, mais la peur restait tapie dans son cœur. Et pourtant, une voix intérieure lui disait que le moment approchait, que Mamadou méritait de savoir tout. Le lendemain, elle alla voir une vieille femme du village, tante Kadiatou, une guérisseuse respectée mais aussi connue pour être une confidente discrète. « Maman Kadiatou, dit Aïssata d'une voix tremblante, j'ai besoin d'aide. Je veux parler. Je veux me libérer, mais j'ai peur que mon mari me rejette. » Kadiatou, en posant sa main ridée sur celle de la jeune femme, répondit simplement. Quand une femme parle avec le cœur, un vrai homme écoute avec l'âme. Le lendemain, Aïssata retourna chez tante Kadiatou, le cœur battant fort. La vieille femme l'attendait assise sur une natte tissée, sous un grand manguier. Autour d'elle, des fioles d'herbe, des calebasses d'encens et des coquillages utilisés pour la divination. « Tu es prête à ouvrir ton cœur ?» demanda doucement Kadiatou. Aïssata hocha la tête. Elle s'assit en face d'elle, baissant les yeux. Sa voix était hésitante au début, mais peu à peu, les mots sortirent, brisés, douloureux, mais vrais. Elle raconta tout. L'abus qu'elle avait subi, le silence qui avait suivi, les cauchemars, la peur des hommes, la honte de ne pas avoir parlé. Et surtout, cette lourde décision qu'elle avait prise de demander une année à Mamadou pour se reconstruire en silence. Kadiatou l'écouta sans interrompre, les yeux brillants de compassion. Lorsqu'Aïssata eut fini, elle prit une longue inspiration et dit « Tu es une femme courageuse, Aïssata. Beaucoup auraient fui le mariage. Mais toi, tu as voulu te battre, tu as voulu guérir. Et tu as eu la chance de tomber sur un homme rare. » Elle se leva, prit une petite calebasse contenant un mélange de feuilles séchées, de racines et de poudre, et la tendit à Aïssata. « Voici une tisane à boire chaque soir. Elle apaisera ton esprit, ralentira les souvenirs douloureux. Et surtout, je veux que tu viennes chaque semaine ici. Tu vas parler, pleurer s'il le faut, mais tu ne porteras plus ce fardeau seul. » Aïssata sentit une larme couler sur sa joue. C'était la première fois depuis longtemps qu'elle sentait son âme un peu plus légère. « Et pour ton mari ?» demanda-t-elle. Kadiatou sourit. Il est temps de commencer à lui dire la vérité. Petit à petit. Pas en un jour, mais en lui ouvrant au monde, une porte après l'autre. Ce soir-là, Aïssata regarda Mamadou avec de nouveaux yeux. Elle ne vit plus seulement un mari patient. Elle vit un homme prêt à marcher avec elle dans la douleur, sans poser de conditions. Et pour la première fois, elle lui dit « Mamadou, j'aimerais te parler. Pas maintenant, mais bientôt. Il y a une partie de mon passé que tu dois connaître. » Il la regarda longuement, puis répondit « Je t'écouterai, Aïssata, quand tu seras prête. » Cette nuit-là, alors que Mamadou dormait paisiblement à l'autre bout du lit, Aïssata fit un cauchemar. Elle se revoyait, 2 ans en arrière, dans cette chambre sombre chez son oncle. Le bruit de la porte qui se referme. La silhouette de l'homme qu'elle n'avait jamais pu oublier. Ses cris étouffés. Son impuissance. Elle se réveilla en sursaut, en sueur, le souffle court. Les yeux écarquillés, elle scrutait l'obscurité de la chambre, tremblante. Elle voulut crier, mais sa gorge était sèche. Elle se leva, sortit dans la cour et s'assit sous le clair de lune. Quelques instants plus tard, Mamadou, alerté par son absence à ses côtés, la rejoignit. « Aïssata, qu'est-ce qu'il y a ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Elle avait honte. Elle se sentait faible. Mais quand il s'assit doucement à côté d'elle, sans la presser, elle sentit son cœur céder un peu. « J'ai fait un cauchemar, le même que chaque mois, depuis longtemps. » Mamadou la regarda avec inquiétude. Il voulait lui poser 1000 questions, mais il se retint. Il comprenait que chaque mot trop brusque pouvait refermer cette femme qui commençait à peine à s'ouvrir. Elle reprit. « Il y a quelque chose dans mon passé, Mamadou. Quelque chose que je n'ai dit à personne. Une douleur que j'ai portée seule trop longtemps. » Elle tourna la tête vers lui. Ses yeux étaient rouges, mais remplis d'un besoin désespéré d'être cru, d'être aimé malgré tout. « Je ne peux pas encore tout te dire, mais sache que ce n'est pas toi que je fuis. C'est moi. Ce que j'ai vécu. Et je me bats, chaque jour, pour être libre de ça.
Mamadou prit une grande inspiration. Puis, d'un geste doux, il posa sa main sur la sienne, sans forcer. « Merci de me dire ça. Tu n'as pas à te presser. Je suis là, Aïssata. Et je resterai, aussi longtemps que tu en auras besoin. » Pour la première fois, elle ne retira pas sa main. Et dans cette nuit silencieuse, quelque chose changea profondément. Ce n'était plus un mariage suspendu dans l'attente, mais un chemin de guérison qu'ils empruntaient à deux. Les jours suivants furent marqués par un calme nouveau dans la maison de Mamadou. Le silence entre les époux n'était plus pesant, mais rempli d'une forme de compréhension. Ils parlaient davantage, partageaient les repas, travaillaient côte à côte dans les champs, parfois même riaient à de petites anecdotes du village. Mais malgré cette évolution douce, Aïssata n'avait toujours pas révélé toute la vérité. Elle continuait ses visites hebdomadaires chez tante Kadiatou, où elle apprenait à affronter son passé sans honte. La vieille guérisseuse lui enseignait aussi des techniques simples pour calmer les crises d'angoisse, des tisanes pour mieux dormir, et surtout, l'art de se pardonner à soi-même. Un jour, après l'une de ces séances, Kadiatou lui dit « Tu guéris, ma fille. Lentement, mais sûrement. Mais il reste un dernier nœud, le dire. Car ce que tu caches peut aussi blesser celui qui t'aime sans comprendre. » Cette parole resta dans l'esprit d'Aïssata toute la journée. Le soir, après le dîner, elle prit le courage de s'asseoir en face de Mamadou, les yeux baissés, les mains tremblantes. « Mamadou, j'aimerais te proposer quelque chose. » Il posa sa calebasse, attentif. « Je ne suis pas encore prête à tout te raconter. Pas aujourd'hui. Mais je ne veux plus que tu te sentes exclu. Alors je te demande, une chose. » Elle leva les yeux, timidement. « Donne-moi 3 mois. 3 mois où tu ne me demandes rien. Pas de contact. Pas de questions. Juste ta présence. Et à la fin, je te dirai tout. Je te promets. » Mamadou la regarda longuement. Il vit dans ses yeux un mélange de douleur et de sincérité qui le toucha profondément. « 3 mois, c'est peu, dit-il doucement. Et je préfère attendre 1000 jours plutôt que de te perdre par impatience. Je t'accorde ce temps. Mais je te donne aussi ma parole. Je serai là. Jusqu'au bout. » Aïssata sentit une larme lui monter aux yeux. Ce pacte silencieux était un pas immense vers la vérité. Et elle sut, au fond d'elle, que le compte à rebours vers sa libération venait de commencer. 2 semaines après le pacte entre Aïssata et Mamadou, une nouvelle vint troubler leur fragile équilibre. Un visiteur inattendu arriva de Bamako, l'oncle d'Aïssata, tonton Issa, celui chez qui elle avait vécu avant son mariage, l'un des rares membres restants de sa famille. Il descendit du vieux taxi brousse avec un sourire chaleureux et un sac de voyage en main. « Aïssata, ma fille, quelle femme tu es devenue. Que Dieu bénisse ton foyer. » Mais à la vue de son oncle, le cœur d'Aïssata se glaça. Son esprit fut immédiatement assailli par des souvenirs douloureux. C'est sous son toit que tout avait commencé. Et même s'il n'était pas le coupable, il n'avait jamais su la protéger. Mamadou, respectueux, l'accueillit avec hospitalité, ignorant tout du poids que cet homme représentait pour sa femme. « Reste quelques jours, tonton, dit-il avec générosité. Tu es chez toi ici. » Aïssata souriait devant les autres, mais à l'intérieur, elle était en feu. Ce visage, cette voix, tout réveillait les blessures encore mal cicatrisées. Le soir venu, alors que l'oncle était endormi dans la petite case des invités, Mamadou rejoignit Aïssata sous le manguier. « Tu es tendu depuis son arrivée. Il s'est passé quelque chose, là-bas? Tu n'es pas obligé de répondre, mais je vois que ça te fait mal. » Elle le regarda longuement. Ce moment, ce visage bienveillant, elle sentit que le moment approchait. Le moment de parler. De dire ce qu'elle avait eu jusqu'ici. Mais elle avait encore peur. Ce n'est pas lui, mais c'est chez lui que quelque chose de terrible est arrivé. Mamadou ne posa pas de questions. Il serra doucement sa main, lui disant sans parler, « Je suis là. Continue quand tu veux. » Et ce soir-là, pour la première fois, Aïssata eut le courage d'écrire. Pas de parler encore, mais d'écrire toute la vérité dans un carnet. Une lettre pour Mamadou. Une lettre qu'elle lui remettrait, quand le jour serait venu. Durant les nuits qui suivirent, Aïssata se leva en silence après que Mamadou se soit endormi. À la lueur vacillante d'une lampe à pétrole, elle écrivait. Des mots lourds, des phrases tremblantes, mais enfin libérées. La lettre n'était pas longue, mais chaque phrase était un combat. Mamadou, je t'écris parce que ma voix tremble encore quand je veux te parler de cela. J'ai vécu une douleur avant toi. Une chose que personne ne sait. J'ai été trahi par quelqu'un en qui j'avais confiance. Ce n'est pas un secret que je voulais cacher pour toujours, mais j'avais besoin de temps pour le sortir de moi sans m'effondrer. Elle raconta ce qui s'était passé, sans donner de nom, mais en expliquant ce que cela avait fait d'elle. Une femme en guerre avec son propre corps, avec sa mémoire, avec l'amour.
Tu m'as offert un amour patient, un silence apaisant. Tu es devenu ma lumière dans un couloir d'ombre. Et je veux t'honorer. Mais je ne peux le faire qu'en vérité. Elle termina ainsi. Quand tu liras cette lettre, j'espère que tu ne verras pas une femme brisée, mais une femme qui a survécu. Et si tu veux encore de moi après ça, alors je te donnerai tout mon cœur, sans crainte. Elle plia la lettre avec soin, la rangea dans un tissu propre, et la glissa dans une calebasse cachée dans sa natte, près de son lit. Pas encore prête à la donner, mais prête à la laisser exister. Le lendemain, son oncle quitta le village. Elle l'embrassa poliment, mais sans émotion. Pour elle, le passé restait à Bamako. Sa guérison, elle la bâtirait ici, avec Mamadou. Et ce jour-là, pour la première fois, elle appela doucement son mari au moment du coucher. Mamadou. Il se tourna vers elle, surpris par le ton de sa voix. Oui, peux-tu juste me tenir la main jusqu'à ce que je m'endorme? Il ne répondit pas. Il se contenta de tendre sa main, qu'elle saisit. Et dans le silence paisible de leur chambre, la guérison avançait à petits pas. Depuis la nuit où Aïssata avait demandé à Mamadou de lui tenir la main, quelque chose avait changé dans leur relation. Ce petit contact, si simple, avait brisé une barrière. Non pas de désir, mais de confiance. Chaque soir désormais, ils s'endormaient ainsi, main dans la main, sans un mot, mais avec des cœurs un peu plus rapprochés. Ce geste devint leur langage silencieux. Ils disaient « Je suis là. Tu n'es plus seul ». Un matin, alors qu'elle lavait du linge près du puits, Aïssata surprit les femmes du village qui parlaient d'elle. Elle est chanceuse, cette Aïssata. Son mari est patient comme un imam. Une autre serait déjà répudiée depuis longtemps. Patience ou faiblesse. Moi, mon mari ne supporterait jamais une année sans toucher sa femme. Ces paroles la frappèrent. Elles réveillèrent ses peurs. La honte. La crainte que Mamadou finisse par se lasser, par l'abandonner. Mais au lieu de fuir ou de se refermer, Aïssata décida d'affronter cette peur. Ce soir-là, après le dîner, elle prit le bol d'eau chaude, une serviette propre et entra dans la chambre. « Mamadou, dit-elle timidement, puis-je te laver les pieds ?» Il la regarda, surpris. C'était un geste que faisait traditionnellement l'épouse en signe de respect ou de tendresse, mais elle ne l'avait jamais fait. « Tu n'es pas obligé, dit-il doucement. « Je le veux, répondit-elle avec une voix calme. Elle s'agenouilla, versa l'eau chaude sur ses pieds, les frotta avec soin, les essuya. Mamadou ne dit rien, mais ses yeux brillaient. Ce n'était pas de la passion qu'il ressentait, c'était une gratitude profonde. À la fin, elle releva la tête et dit « Je guéris, Mamadou. Pas pour toi seulement, mais pour moi aussi. Et grâce à toi. » Il lui répondit, ému. « Je ne veux pas que tu changes pour moi. Je veux seulement que tu sois en paix. Et si laver mes pieds te fait du bien, alors sache que ton geste m'a honoré plus qu'aucune autre. » Cette nuit-là, ils se tinrent encore la main. Mais cette fois, leurs doigts s'entrelacèrent doucement. Une promesse silencieuse. Depuis cette nuit où Aïssata avait lavé les pieds de Mamadou, leur lien avait pris une profondeur nouvelle. Il ne s'agissait plus seulement de patience ou de tolérance, mais d'une complicité silencieuse qui parlait plus fort que 1000 mots. Le matin suivant, alors qu'ils prenaient le petit déjeuner sur le seuil de leur case, Mamadou brisa doucement le silence. « Aïssata, as-tu déjà pensé à ce que tu aimerais faire après ?»« Après » demanda-t-elle, surprise. « Après cette période. Quand tout ira mieux. Quand tu te sentiras libre. De tout. » Aïssata resta silencieuse un instant. Elle n'avait jamais osé penser aux après. Toute son énergie était tournée vers sa guérison, vers sa survie. Mais cette question lui fit du bien. C'était comme une ouverture vers une vie nouvelle. J'aimerais, peut-être, apprendre à lire et à écrire. Pour ne plus avoir à te faire lire les lettres. Pour écrire mes propres pensées. Peut-être même, aider d'autres femmes comme moi. Mamadou sourit. Il avait toujours su qu'elle était forte. Mais là, il comprenait qu'elle commençait à redevenir maîtresse de son destin. « Alors je t'aiderai, dit-il simplement. Je parlerai à l'instituteur du village. Tu peux commencer petit. Mais je serai avec toi. » Ce jour-là, Aïssata sentit une émotion nouvelle naître en elle, l'espoir. Ce n'était plus seulement une femme blessée qui marchait dans l'ombre, mais une femme qui entrevoyait un chemin, un futur. Et dans l'après-midi, elle alla sortir la lettre cachée dans la calebasse. Elle l'ouvrit, relut chaque mot, puis la reposa. Bientôt, se dit-elle. Je suis presque prête. Cette nuit-là, elle se coucha tout près de Mamadou. Elle ne chercha pas sa main. Cette fois, c'est lui qui chercha la sienne, naturellement. Et dans le silence paisible de leur case, l'avenir commençait doucement à se dessiner. Juste au moment où les choses semblaient s'éclaircir pour Aïssata,
le destin décida de la mettre à l'épreuve une fois de plus. Ce matin-là, un visiteur inattendu arriva au village. Bakary, un homme d'une quarantaine d'années, bien habillé, charismatique et redoutablement familier. Dès qu'Aïssata l'aperçut à la place du marché, son sang se glaça. C'était lui. L'homme. L'agresseur. Celui dont elle pensait ne plus jamais revoir le visage. Bakary s'adressa aux villageois avec un large sourire. « Je suis en mission dans la région. Je travaille pour une ONG à Bamako, et je passe quelques jours ici pour un projet de puits communautaire. » Mamadou, respectueux, le salua, curieux mais cordial. Aïssata, elle, tourna le dos et s'enfuit aussitôt. Le choc était trop fort. Elle sentit la nausée monter, sa respiration s'accélérer, et courut jusqu'à l'arrière du village, là où personne ne la verrait pleurer. Dans sa tête, tout était confus. Pourquoi ici? Pourquoi maintenant? Est-ce un hasard ou un piège? Elle resta cachée pendant 1 heure. Puis, tremblante mais déterminée, elle rentra chez elle et alla directement voir tante Kadiatou. « Il est là, celui qui m'a détruite, il est dans le village. » La vieille femme la regarda droit dans les yeux, sans paniquer. « Alors le moment est venu, ma fille. Tu n'es plus la même. Tu n'es plus une proie. Tu es une femme debout. Et c'est à toi de choisir ce que tu veux faire. » Aïssata hocha la tête, en silence. Elle savait qu'elle n'était pas prête à affronter Bakary, pas encore face à face. Mais elle ne voulait plus fuir non plus. Le soir venu, elle reprit la lettre. Elle y ajouta quelques lignes. « Mamadou, je t'ai parlé d'un homme. Aujourd'hui, il est ici, dans notre village. Et je ne veux plus cacher cela. Tu dois savoir. Tu as le droit de savoir. » Puis elle referma la lettre, cette fois avec l'intention ferme de la lui donner bientôt. Car cette fois, ce n'était plus la peur qui parlait. C'était le courage. Ce soir-là, Aïssata sentit que le moment était venu. Elle ne voulait pas attendre plus longtemps. Le passé qu'elle avait enfermé trop longtemps menaçait de tout détruire s'il n'était pas mis en lumière. Après le dîner, dans leur case silencieuse, elle prit la lettre avec des mains tremblantes et la tendit à Mamadou. « Lis-la, s'il te plaît. Jusqu'au bout. Et, après, dis-moi ce que tu ressens. Même si c'est dur. » Mamadou, surpris, prit le papier avec douceur. Il lut, lentement. Le silence était si profond qu'on pouvait entendre les bruits lointains des grenouilles dehors. Ses yeux suivaient les lignes, son souffle changeait peu à peu. À mesure qu'il avançait, la douleur d'Aïssata devenait la sienne. Il découvrait l'horreur qu'elle avait subie, la trahison, la honte, la solitude, et tout ce qu'elle avait porté en silence. Quand il termina, il resta immobile un long moment, les yeux fixés sur le vide. Puis il leva les yeux vers elle, et ce qu'elle y vit n'était ni de la pitié, ni de la colère, mais une tristesse profonde, mêlée à une tendresse infinie. « Aïssata, pourquoi as-tu porté ça seule tout ce temps ?» dit-il enfin, la voix brisée. Elle baissa les yeux, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. « Parce que j'avais honte. Et peur que tu me rejettes, que tu penses que je suis sale, que je suis brisée. » Mamadou se leva, fit le tour du lit, s'agenouilla devant elle, prit ses mains dans les siennes. « Tu n'es pas brisée. Tu es la femme la plus forte que j'ai jamais connue. Et je ne te laisserai plus jamais porter ce fardeau seul. » Aïssata éclata en sanglots, cette fois pas de douleur, mais de soulagement. Enfin, le poids tombait. Enfin, elle n'était plus seule avec son secret. Et pour la première fois depuis leur mariage, elle se laissa aller dans les bras de son mari, non pas en tant qu'épouse soumise, mais en tant que femme libre. Au lendemain de cette nuit bouleversante, Aïssata se réveilla différente. Le secret n'était plus un poison enfermé dans son cœur. Mamadou savait, et il était resté. Il l'avait prise dans ses bras, non par devoir, mais avec un amour pur et profond. À l'aube, alors que le coq chantait au loin, elle se leva avant tout le monde et alla s'asseoir sous le grand baobab. Elle ferma les yeux, respirant lentement. Ce jour serait différent. Quand Mamadou la rejoignit plus tard, elle lui dit d'une voix calme mais ferme. « Je veux qu'il parte. Je ne veux pas qu'il boive l'eau de mon village. Je ne veux pas qu'il marche sur cette terre qui m'a aidé à guérir. » Mamadou comprit aussitôt. « Tu parles de lui ? Bakary ? Oui. Je ne veux pas me cacher. Je ne veux pas l'affronter s'il n'y a pas de justice, mais je veux qu'il parte. Ou que la vérité sorte. » Mamadou hocha la tête lentement. « C'est toi qui décides. Je suis avec toi. Mais sache que ce que tu as vécu, ce n'est pas toi qui dois avoir honte. C'est lui. » Elle fut émue de voir à quel point son mari respectait son rythme. Il ne cherchait pas à la venger, ni à se montrer fort à sa place. Il lui rendait son pouvoir. Plus tard, il alla discrètement voir le chef du village, un homme sage et juste, à qui il fit part de la situation sans entrer dans tous les détails.
Le chef, choqué, déclara: « S'il y a eu abus, il n'a pas sa place ici. Mais il faudra entendre la femme. Elle seule peut décider de parler ou non. » Le même soir, Aïssata fut invitée à venir s'exprimer devant le conseil restreint du village, uniquement composé de femmes âgées, de 2 notables et du chef. Elle accepta. Elle ne voulait plus jamais se taire. Ce soir-là, dans la grande case du chef, le feu crépitait au centre du cercle. Les anciens étaient là, silencieux. 2 mères du village, connues pour leur sagesse, s'étaient assises de part et d'autre du chef. Mamadou restait à l'extérieur. Il savait que ce moment appartenait à sa femme seule. Aïssata entra, la tête haute, le cœur battant à tout rompre. Mais elle ne tremblait plus. Elle avait décidé de parler, pour elle, pour d'autres, pour briser le silence. Le chef prit la parole, d'un ton calme. « Ma fille, tu es libre de parler ici. Personne ne te jugera. Dis seulement ce que ton cœur est prêt à dire. » Aïssata respira profondément, puis commença. « Il y a quelques années, alors que j'étais orpheline, je vivais à Bamako, chez mon oncle. Un homme de la maison voisine venait souvent. Il était ami de la famille. Il avait des manières, une belle voiture, de l'argent. Et un jour, il m'a proposé de m'aider à réviser mes cours, mais ce n'était qu'un piège. » Elle marqua une pause. Les flammes dansaient dans ses yeux. Il m'a piégé. Une fois. Puis une autre. Il m'a fait croire que personne ne me croirait si je parlais. Et j'ai gardé ça en moi. Pendant des années. Jusqu'à aujourd'hui. Un silence pesant s'installa. Les femmes baissèrent la tête, certaines avec les larmes aux yeux. Cet homme, dit-elle, est ici. Il prétend vouloir aider ce village. Mais ce qu'il a fait m'a détruite pendant des années. Je ne veux pas de vengeance. Je veux seulement qu'il parte. Et que plus jamais une fille ici n'ait à se taire comme moi. Le chef se leva. Sa voix trembla légèrement, signe de l'émotion. Ta parole est sacrée. Tu as eu le courage que beaucoup d'autres n'ont jamais eu. À partir de demain, cet homme quittera ce village. Et s'il refuse, c'est moi-même qui le conduirai jusqu'au quart. Aïssata baissa les yeux, submergée par l'émotion. Une des mères vint poser une main sur son épaule. Tu n'es plus seule, ma fille. Et grâce à toi, d'autres parleront. Ce soir-là, Aïssata n'était plus une survivante cachée. Elle était une femme debout, écoutée, respectée. Et pour la première fois depuis longtemps, en sortant de cette case, elle se sentit libre. Le lendemain matin, le soleil s'était levé sur un village silencieux mais tendu. La nouvelle s'était déjà répandue comme une traînée de poudre. Bakary n'était pas ce qu'il prétendait être. Les femmes en parlaient à voix basse, les hommes fronçaient les sourcils, et les anciens évitaient de croiser son regard. Le chef du village, fidèle à sa promesse, fit appeler Bakary à la place publique. Tu es ici en invité, mais ton passé a blessé l'une des nôtres. Par respect pour elle et pour la paix de notre communauté, tu dois partir. Immédiatement. Bakary, d'abord surpris, tenta de se défendre. Je ne comprends pas. Qui ose? Mais il vit les regards se détourner de lui. Il comprit qu'il n'avait plus d'emprise ici. Il lança un dernier regard vers les cases du village, comme pour retrouver un semblant de pouvoir. Mais tout ce qu'il rencontra fut le silence lourd des fermes des habitants, un mur d'honneur érigé contre l'impunité. Il prit ses affaires et monta dans le premier véhicule qui partait pour la ville. De loin, Aïssata le regarda partir. Elle n'éprouvait ni haine, ni satisfaction. Seulement, le calme. Elle avait dit la vérité. Elle s'était libérée. Mamadou, qui se tenait près d'elle, lui demanda « Comment te sens-tu » Elle répondit avec un sourire paisible. Plus légère. Comme si j'avais enlevé une pierre de mon cœur. Et pour la première fois, je vois l'horizon. Mamadou passa un bras autour de ses épaules, sans un mot. C'était sa façon de lui dire qu'il était là, toujours. Ce jour-là, les femmes du village vinrent l'embrasser une à une. Certaines pleuraient. D'autres lui racontèrent leurs propres blessures. Une sorte de cercle se forma, une solidarité née de son courage. Aïssata comprit alors qu'elle n'était pas seulement une femme qui avait guéri. Elle était devenue un pilier pour les autres. Depuis le départ de Bakary, un vent nouveau soufflait sur le village. Les regards posés sur Aïssata avaient changé. Ce n'était plus la jeune épouse réservée qu'on observait à distance, mais une femme respectée, admirée même, pour sa force et son courage. Mais le plus grand changement venait d'elle-même. Elle reprit confiance en ses gestes, en ses pensées, en son corps. Elle ne regardait plus ses cicatrices avec honte, mais comme les marques d'un combat qu'elle avait gagné. Avec l'aide de Mamadou et de l'instituteur du village, elle commença à apprendre à lire. Chaque lettre formée, chaque mot compris était une victoire silencieuse. Elle se mit aussi à aider d'autres jeunes filles à lire,
à parler, à rêver. Un après-midi, alors qu'elle rentrait du puits, 2 petites filles la suivirent timidement. « Tata Aïssata, tu peux nous apprendre à écrire nos prénoms ?» Elle sourit doucement et les prit par la main. « Bien sûr, mes petites. Venez demain matin, je vous attends sous le manguier. » Mamadou observait tout cela avec une fierté muette. Il ne disait rien, mais ses yeux disaient tout. « Tu es en train de devenir la femme que tu devais être, sans chaîne, sans peur. » Le soir, Aïssata s'allongea près de lui et lui murmura. « Tu sais, je crois que je suis prête. Pas seulement à t'aimer, mais à t'ouvrir mon cœur et mon corps, sans crainte. » Mamadou la regarda longuement, puis l'embrassa sur le front. « Ce jour-là, Aïssata, ce sera une bénédiction. Et ce sera quand tu le voudras. Pas avant. Tu m'as déjà tout donné. » Elle sourit. Car cette fois, elle savait qu'elle appartenait à elle-même. Et que l'amour, le vrai, ne forçait jamais. Il attendait. Il guérissait. Ce soir-là, dans leur petite case, ce n'était plus la douleur qui tenait leurs mains, mais l'amour, profond et vrai. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis que Bakary avait quitté le village. Aïssata avait continué à s'épanouir. Son visage rayonnait d'une paix nouvelle. Elle riait plus souvent, dormait plus profondément, et ses yeux avaient retrouvé leur éclat. Puis un soir, alors que la lune était pleine et que le vent chaud traversait les rideaux de leur case, elle s'approcha doucement de Mamadou. Il était allongé, les yeux mi-clos, fredonnant un ancien champeul. Elle s'assit près de lui, le regarda, et sans un mot, posa sa main sur la sienne. Mamadou. Il se redressa aussitôt, attentif, patient. « Je suis prête, » dit-elle simplement. Il la regarda longuement, sans un geste brusque, puis murmura. « Est-ce ton cœur qui parle? Ou ton envie de me remercier ?» Elle sourit, émue par sa délicatesse. « C'est mon cœur. Et mon corps aussi. J'ai guéri. Grâce à toi. Mais surtout grâce à moi. » Alors, cette nuit-là, ils s'aimèrent. Lentement, tendrement, sans urgence. Ce fut une étreinte douce, respectueuse, profonde, non pas pour effacer le passé, mais pour célébrer le présent. Aïssata ne ressentit ni peur, ni honte. Juste la chaleur d'un amour vrai, l'émotion d'un moment attendu avec patience, et la certitude d'être enfin entière, libre et désirée sans violence. Quand elle s'endormit dans les bras de Mamadou, elle se dit « Je suis vivante. Je suis femme. Et je suis aimée. » Le lendemain matin, le village s'éveilla doucement, bercé par le chant des oiseaux et l'odeur du pain frais. Dans leur case, Aïssata ouvrit les yeux, apaisée. Mamadou dormait encore, un bras autour d'elle. Elle l'observa un instant. Dans la lumière dorée du matin, tout semblait neuf. Leur lit, leur maison, leur avenir. Elle se leva doucement, enfila son pagne, sortit, les pieds nus dans la terre fraîche. Le vent léger soufflait dans les feuilles du manguier. Elle s'approcha de l'arbre et posa la main sur son tronc, comme pour lui confier un secret. Elle se rappela les longues nuits de silence, les mois de distance, les peurs. Et puis tout ce qu'elle avait traversé pour en arriver là. Ce n'était pas seulement une nuit d'amour. C'était une renaissance. Plus tard, Mamadou la rejoignit dehors, un morceau de pain à la main. Il lui tendit un bout, sans rien dire. Ils partagèrent le repas dans le calme, les regards disant plus que les mots. « Tu es belle, » dit-il enfin. Elle sourit, un sourire timide mais plein de lumière. « Tu me rends belle. » Puis il ajouta, sérieux. « Je veux que notre maison soit un refuge. Pour toi, pour moi, et peut-être, un jour, pour un enfant. » Aïssata ne répondit pas tout de suite. L'idée d'un enfant lui faisait peur autrefois. Elle l'associait à la violence, à la trahison. Mais aujourd'hui, dans le regard de Mamadou, cette idée ne semblait plus menaçante. Peut-être, dit-elle en souriant. Un jour. Si Dieu le veut. Et dans ce silence partagé, ils firent une promesse muette. Celle de bâtir leur vie non sur la douleur, mais sur la tendresse, la vérité et la confiance. Les jours passèrent, paisibles. Aïssata avait repris goût à la vie, mais surtout, elle avait trouvé sa place dans le cœur du village. Désormais, chaque matin, de jeunes filles venaient sous le grand manguier pour apprendre à lire, écrire, ou simplement parler. Un jour, la plus timide des filles, Mariam, lui dit « Tata Aïssata, je veux devenir comme toi. Forte. Sans peur. » Elle posa sa main sur la joue de l'enfant et répondit avec tendresse « Tu n'as pas besoin d'être comme moi. Sois seulement toi-même, entière et fière. C'est déjà immense. » Les femmes du village commencèrent à la consulter pour leurs soucis. Pas parce qu'elle avait toutes les réponses, mais parce qu'elle écoutait, vraiment. Elle comprenait les silences, les non-dits, les douleurs cachées. Un soir, le chef du village vint la voir avec Mamadou.
Aïssata, dit-il, tu ne le sais peut-être pas, mais ton histoire a libéré des voix. Des femmes sont venues me parler. Des hommes aussi, pour comprendre. Tu as éveillé ce village. Tu es une lumière. Elle voulut protester, gênée, mais il leva la main. Ne refuse pas ce que tu es. Ce n'est pas de la fierté. C'est de la reconnaissance. Et nous avons besoin de toi. Il lui proposa alors une chose inattendue, organiser un cercle de parole mensuel pour les femmes du village. Aïssata hésita. Elle n'avait jamais dirigé quoi que ce soit. Mais Mamadou posa la main sur son épaule. Tu n'as pas besoin de diriger. Tu n'as qu'à être présente. Ta présence suffit à guérir. Elle accepta. Et ce soir-là, seule devant la rivière, elle lança une pierre dans l'eau, regardant les cercles se former. Chaque mot que je prononce, chaque silence que je brise, crée une onde. Et ces ondes vont loin. Peut-être plus loin que je ne l'imagine. Lors de la première réunion des femmes sous le manguier, le silence régnait au début. Les plus âgées gardaient les yeux baissés, les plus jeunes se serraient entre elles. Aïssata regardait chaque visage, patiente, douce, comme une sœur qui attend qu'on ose parler. Alors elle prit la parole, non pour raconter à nouveau son histoire, mais pour ouvrir la voie. Je ne suis pas ici pour que vous me regardiez comme une femme forte. Je suis ici comme vous. Avec mes peurs, mes douleurs, mes souvenirs. Mais aujourd'hui, je sais qu'on n'est pas seul. Et je veux qu'aucune de vous ne se sente seule non plus. Une femme du nom de Fanta, mariée depuis 20 ans, se leva en larmes. Elle raconta comment son mari l'insultait depuis des années. Comment elle vivait dans la peur de parler, même à ses enfants. Puis une autre, Kadia, confia qu'elle avait été agressée à l'âge de 12 ans par un cousin. Elle n'en avait jamais parlé à personne. Ce fut comme une brèche dans un barrage. Les récits se mirent à couler, douloureux, parfois hachés, mais portés par une vérité longtemps enfouie. Ce jour-là, le manguier devint un lieu sacré. Un sanctuaire de mots libérés. À la fin, Aïssata prit doucement la main de Fanta. Tu peux rester dans le silence encore si tu veux. Mais sache que maintenant, il y a des sœurs qui veillent avec toi. Et cette phrase, simple et sincère, changea quelque chose. Les femmes se redressèrent. Un lien invisible les unissait désormais. Le cercle de parole devint un rendez-vous régulier. Et à travers ces rencontres, le village lui-même changeait. Les maris devenaient plus attentifs. Les jeunes hommes posaient des questions. Les anciens écoutaient. Aïssata comprit que ce qu'elle avait traversé, si terrible soit-il, avait une utilité plus grande que sa propre guérison. Elle n'était plus seulement celle qui avait souffert. Elle était celle qui transmettait. Un matin, alors qu'Aïssata balayait la cour, elle s'arrêta brusquement. Une sensation étrange l'envahit. Elle posa la main sur son ventre. Ce n'était pas une douleur, mais une chaleur douce. Une intuition. Elle resta silencieuse toute la journée, troublée. Le soir, elle prit la calebasse d'eau et se rendit chez la vieille guérisseuse, Mbarka, au bord du village. La vieille femme la fit entrer, la regarda un moment en silence, puis sourit doucement. Tu portes une vie, ma fille. C'est léger encore, mais c'est là. Une graine bénie. Aïssata sentit ses jambes trembler. Elle s'assit. Je ne sais pas si je suis prête, murmura-t-elle. J'ai si longtemps porté la peur. Et maintenant, c'est une autre responsabilité. Mbarka lui tendit une infusion. Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Il suffit d'aimer, d'écouter, et de transmettre ce que tu as appris. Et ça, tu sais déjà le faire mieux que beaucoup. Ce soir-là, Aïssata annonça la nouvelle à Mamadou. Il resta un moment sans voix, les yeux brillants, puis il tomba à genoux et posa son front sur son ventre, ému jusqu'aux larmes. Tu es la femme la plus forte que je connaisse. Et cet enfant, il connaîtra la paix, grâce à toi. Pendant des jours, le village tout entier célébra. Pas parce qu'un enfant allait naître, mais parce que cet enfant naissait d'une histoire de résilience, de patience, d'amour et de lumière. Aïssata, de son côté, fit une dernière chose. Elle écrivit une lettre. Pas pour l'envoyer. Pas pour se venger. Mais pour se libérer. Elle écrivit à Bakari. Elle lui dit qu'elle n'avait rien oublié. Mais qu'elle refusait désormais que son nom gouverne ses nuits. Elle avait choisi de vivre, aimer, élever, pardonner, pour elle, pas pour lui. Puis elle brûla la lettre. Et dans la fumée qui s'éleva vers le ciel, elle sentit la dernière trace de peur quitter son cœur. Le jour où Aïssata donna naissance à son enfant, le ciel était d'un bleu profond, sans un nuage. Toute la nature semblait retenir son souffle. La case était calme, seules quelques femmes l'entouraient, guidées par Mbarka. Mamadou attendait dehors, le cœur battant comme un tambour. Il avait planté un petit arbre la veille, juste à côté de leur case, pour symboliser la nouvelle vie qui allait bientôt éclore.
Après des heures de silence et de larmes, un cri résonna dans l'air, celui d'un nouveau-né. Et aussitôt, les oiseaux semblèrent chanter plus fort. Mbarka sortit avec un sourire. C'est une fille. Forte et calme. Comme sa mère. Mamadou entra, les yeux embués. Aïssata tenait leur fille contre elle. Le bébé dormait déjà, paisible, contre sa poitrine. Elle s'appellera Kimba, dit-elle doucement. Comme ma grand-mère. Une femme digne et courageuse. Mamadou embrassa son front. Kimba connaîtra un autre monde. Un monde où une femme n'aura plus à se taire. Parce que sa mère aura parlé. Les jours suivants, des visiteurs vinrent, en silence, un par un, poser une main sur la tête de l'enfant, ou sur l'épaule d'Aïssata. Pas de longs discours, juste des gestes pleins de respect. Sous le manguier, les cercles de parole continuèrent, mais cette fois, avec Kimba blotti dans un pagne contre le dos de sa mère. Elle grandissait entourée de récits, de vérités, de guérisons. Un matin, Aïssata se tint debout devant l'arbre que Mamadou avait planté. Elle y accrocha un morceau de tissu, sur lequel elle avait brodé. De mes blessures, j'ai fait des racines. Et de mes racines, j'ai bâti un monde. Et dans le silence qui suivit, un silence doux, apaisé, réparé, elle sut qu'elle était allée au bout de son voyage. Elle avait été brisée. Elle avait refusé. Elle avait parlé. Et maintenant, elle vivait.